présence de Dr Stéphane Odena et de Pascal, son épouse. On est aujourd'hui à l'avant-dernière journée de notre voyage missionnaire. On doit quitter mercredi. Alors, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Ça va. On a quelques petites questions qu'on voulait vous poser en entrevue parce qu'on a une convention qui arrive le 29 avril. Puis comme vous ne pourrez pas être présent, on fait notre interview en différé. Alors, on voudrait avoir vos impressions sur la vie missionnaire. Qu'est-ce que c'est pour vous être missionnaire en Haïti? Être missionnaire, c'est se mettre vraiment disponible pour faire ce que Dieu veut que tu fasses pour nous. Donc, c'est être à l'écoute de ce que Dieu veut et puis être disponible aussi. Se prêter à vivre tout l'amour, toute la bonté et la gloire de Dieu dans toi. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans la vie quotidienne de tous les jours, qui ont des choses qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à vivre par rapport à votre vie d'avant quand vous étiez au Québec? Oui. Comme par exemple? Ben, un des défis de la vie quotidienne, c'est pour nous, on habite sur le site missionnaire, donc c'est difficile d'avoir une vie familiale qui est à part de la mission. On est constamment sur le champ de mission. Même quand on a l'impression qu'il n'y a personne, il y a toujours quelque chose ou des demandes. C'est comme, c'est du travail non-stop. Quand on dit du travail, il y a toujours quelque chose à faire. Même si on peut dire que c'est pas un travail, mais le fait qu'on est là, donc ça fait que ça ne s'arrête pas. Même quand on va, par exemple, la nuit arrive, on dit bon, on va se reposer, on va dormir, mais d'un coup, on peut entendre que ce soit la barrière ou quelqu'un qui appelle pour dire qu'il a un besoin quelque part. Parce qu'il y a des situations d'urgence à toute heure du jour, dans le fond. Comme tu es le seul médecin de la place, il y a quelqu'un qui est en difficulté, ils viennent te porter le malade. Comme on a vécu l'autre jour, avant-hier, je crois, il y a une dame qui est arrivée, portée par des messieurs qui étaient tombés sans connaissance. Ça, c'est des situations qu'on vit comme... On va pas dire quotidiennement, mais c'est presque au moins 1 ou 2 fois par semaine. Puis si on regarde au côté contraire, les plus riches bénédictions que vous avez d'être dans un terrain de mission comme ça, ce serait quoi? Pour moi, c'est ma relation avec les enfants du village et puis aussi avec les patients. Donc, ça fait que ça m'enrichit, mais ça enrichit aussi mes enfants dans leur relation avec le monde extérieur et puis aussi dans leur compréhension de la vie en général. C'est vraiment bien. Puis si on pose la question à Pascal, qu'est-ce que c'est élever des enfants en mission? Comment on s'y prend quand on n'est pas dans le système d'éducation qu'on connaît? Parce que tu as été élevé, toi, dans le fond, tu as fait ton éducation au Québec, tu as fait tes études là. Oui. Ben, dans notre cas, on a choisi de faire l'école à la maison. Donc, c'est un défi dans l'éducation parce que j'ai des enfants qui ne vont pas à l'école encore. Donc, ça, c'est un petit peu un défi de composer avec ceux qui doivent se concentrer pour étudier, puis les autres qui sont petits puis qui jouent autour. Et puis, d'autre part, ben, dans l'éducation aussi, comme on a des groupes missionnaires de temps en temps, mais assez souvent, il faut qu'on continue à maintenir la discipline scolaire, même si les gens qui viennent, eux, sont en vacances. Donc, c'est un défi aussi par rapport aux enfants. Je comprends. Puis est-ce que tu vas faire l'école à la maison jusqu'à un certain niveau? Après ça, ils vont aller dans le réseau scolaire d'ici ou tu veux continuer jusqu'au niveau supérieur, comme primaire et secondaire? Au fond, on va voir comment Dieu va nous diriger plus tard. On n'a pas un niveau spécifique établi d'avance. Puis est-ce que vous avez des examens ou des tests à faire à chaque fin d'année pour voir si le niveau scolaire et les objectifs sont atteints? Mais cette année, j'ai demandé à la fois à la CRN et puis il y a d'autres missionnaires qui sont venus qui m'ont fait parvenir des copies d'examens, dont un examen du ministère d'une année passée pour vérifier le niveau, mais c'est moi qui le vérifie en fait. Il y a pas, c'est si on retourne au Québec, les enfants devront passer des examens. D'accord. Pour aller à l'école. Sur un autre plan, au niveau social, les liens que vous aviez auparavant avec votre famille au Québec ou avec les amis que vous étiez fait du temps où toi tu restais là, tu t'es fait des amis aussi chez nous.
est-ce que c'est quelque chose qui vous manque? Est-ce que vous avez été capable de recréer le même genre de lien maintenant en terre de mission ou c'est quelque chose qui est plus difficile à faire? Je pense que c'est plus difficile à faire parce que ici on a un mode de vie, je veux dire, qui est complètement sud-américain et puis là-bas c'est nord-américain. Pourquoi? Comme ici 5h, 6h, c'est pas le même timing qu'au Québec. 6h, bon par exemple, à 6h du soir les gens pensent au souper, mais ici on va penser peut-être on a quelque chose à faire sur la cour, on a quelque chose à faire à la clinique. Et puis, quand il est 9h, 10h, là, on a un petit peu de temps, mais c'est pas le bon moment d'aller appeler quelqu'un qui vit au Québec ou aux États-Unis. Ouais. Donc, ça fait qu'il y a aussi il y a un décalage. Ça fait que les relations qu'on a, quand on retourne au Québec, on voit les gens, il y a, comme on peut dire, il y a une certaine chaleur, mais je ne peux pas dire qu'on a encore les mêmes relations. Non. Mais ça, c'est pour les relations qu'on a au Québec. Mais est-ce que vous avez été capable de créer le même genre d'amitié que vous aviez au Québec avec des amis proches ou de la famille ici en termes de mission? Ou s'il n'y a pas une barrière du fait que vous êtes missionnaire, peut-être un peu en position d'autorité aussi, parce que vous avez... Ouais, ça fait... je pense que ça fait beaucoup. Le fait que tout le monde sait qu'on est missionnaire, et en partant, ça crée une barrière. Et donc... même les gens que je côtoyais avant même d'être missionnaire, nos relations sont plus pareilles. Ben, au fond, moi, j'ai rien changé, c'est juste que les gens ils trouvent que... Donc, il y a un changement de cap. Mais même là encore, des fois, je me pose des questions. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour ça? Mais je pense que c'est plus dans la mentalité. Donc, le fait qu'on est missionnaire, on est différent, et puis... il y a plein de choses. C'est beaucoup plus, c'est plus profond que ça, c'est culturel en fait. Est-ce qu'on pourrait dire que vous vivez un genre d'isolation du fait que vous êtes missionnaire proche des gens quand même, mais avec une certaine distance comparativement aux relations que vous aviez au Québec avec vos amis? Dans le fond, les amis, on les côtoie, c'est parce qu'on aime être avec eux, mais ici, il y a comme un rapport obligé. Exactement. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment une amitié proche, hein, je crois. Non. Mais, en fait, moi, je ne m'attendais pas à autant de distance en venant la première année. C'est sûr que c'est un autre monde, ça, je m'y attendais, mais le fait d'avoir une responsabilité et d'avoir un titre, ça change aussi, même avec les gens qu'on côtoyait en venant ici avant. Parce qu'on était venus pendant des années avant de s'installer ici, vraiment. Mais le fait que, par exemple, Stéphane soit directeur de la clinique, qui a un rôle déterminé, ça change les rapports avec les gens, même si on ne veut pas nécessairement. Au fond, on n'a rien fait, c'est pas de votre faute, vous n'avez pas d'amis. mais on a toujours de très bonnes salutations. Et puis, comme si j'ai besoin de quelque chose, j'ai toujours la facilité d'aller voir les gens pour dire « Ah, j'ai besoin de telle chose, est-ce que tu peux me rendre tel service? » Mais le côté comme... la sensation d'avoir une conversation libre et éclairée, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Et cette période-là d'isolation, c'est surtout quand la mission n'est pas ici, parce que j'imagine, quand vous voyez tous les Québécois arriver, vous devez peut-être plus vous sentir confortable ou en lien d'amitié proche dans ces temps-là que quand on n'est pas là. Au fond, je veux dire oui. Parce que quand il y a la mission, c'est comme si tout le monde... Ah, c'est la mission. Et puis, comme quand il y a la mission, c'est comme si moi, je suis plus pareil. Donc, je suis comme un missionnaire, comme tous les autres, ou comme un Haïtien qui est sur place. Mais automatiquement que c'est fini la mission, tout le monde, c'est comme... ça fait un revirement complet dans moins de 24 heures. Là. Ah oui. Alors, je suis ici avec Herbie, parent avec Herbie Moreau. Non, c'est... Vous avez le même prénom? Ouais, mais pas le même nom de famille. Oh! Bon, alors, je me retrouve devant un auditoire et avec Chantal. Oui. Bonjour Chantal. Allô. Qu'on est Audrey-Anne. Allô. Erika. Enrica. Enrica. Après 3 semaines... Je suis pas vraiment bon, hein? Ouais. Et... Pour vrai, là? Je m'en viens vieux. Je fais de l'Alzheimer. Marie-Hélène. Marie-Hélène. Désolé, Marie-Hélène. On va se nommer? Moi, c'est Wista. Moi, c'est Mélissa. Moi, c'est Zoé.
c'est Émilie. Émilie, bonjour Émilie. Je suis avec Marie-Christine. Bonjour, Sylvain. Marie-Christine, c'est la comique du groupe. Pas tant que ça. Alors, comment vous avez trouvé votre expérience sur le site de l'émission Les Bibles parlent? C'était très bien. Ce que j'ai le plus aimé, c'est la cohabitation avec tous les autres membres, tous les autres résidents. C'est un petit paradis terrestre. On est très bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Amazing, moi je dis. Super amazing. Parfait. Marie-Christine, elle seule, a pris 4 fois plus de temps que vous autres. Super! C'était ma première expérience avec la mission La Bible parle. Puis je dois vous dire que j'ai vraiment été choyée de pouvoir venir ici. Puis aussi, c'était vraiment au-delà de mes attentes. Je vais te nommer des noms. Dis-moi un mot qui te passe par la tête. Okay? Oui. Pasteur Clermont. Ça, clairement, ouvert d'esprit. C'est un vrai sac à blagues. Moi, je le trouve vraiment inspirant. Passionné. Il est chanceux, il vit dans sa petite cabane. Comique. Comique? Elle vous dit, ouais. C'était notre chef de mission, puis gentil, Un bon à l'écoute. On voyait là, qu'il voulait qu'on soit content, puis qu'on aime notre séjour. Puis qu'il n'y a presque pas de défaut. Presque pas. Mais là, pour les défauts, il faudrait voir ça avec Brigitte, sa femme. Ouvert, tannant. Peux-tu en dire d'autres? Docteur Stéphane Odena. Performant. Il est puissant. Il est vraiment drôle. Coudon. Vraiment généreux de son temps et pédagogique. Pasteur Yves. Calme. Oh, c'est bien quand même. Passe t'arrive. Sac à blague. Joke de mon oncle, peut-être? Ah, Joke de ouais, mon oncle. ouais, joke de mon oncle. Joke de mon. Ah, Yves! Oui, c'est vrai. Puis les jokes. Les Les jokes de Manon. Puis, Tout le monde est drôle, je ris beaucoup. moi-même. Oh non, ça c'est malaisant. Monsieur de la vaisselle. C'est vrai. Là-bas. J'ai dit Sylvain Perrault tout à l'heure en haut, puis il a dit ben là, c'est gênant, t'es à côté de moi. Oui, c'est vrai, c'est Fait vrai. que je le demande plus. Ben, Sylvain aussi a fait une bonne job. C'est lui qui était une partie à la comptabilité, fait qui nous donnait notre chance, puis aussi qui nous rappelait les bons spéciaux pour le téléphone. Eh Hein? oui, eh oui. Regarde-moi. Alors bonjour Nancy. Bonjour. Fait que tu es venue ici en groupe, avec un groupe d'infirmières. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu comment s'est passée ton expérience? Oui. Dans les faits, nous, on est un groupe 2 enseignantes avec 11 étudiantes finissantes de la technique de soins infirmiers au Cégep André-Laurando. Le Cégep André-Laurando fait des missions humanitaires pédagogiques pour leurs étudiantes de dernière session depuis, je pense que ça fait à peu près 15 ans. Cette année, c'est pour la première fois on a choisi de venir en Haïti. Premièrement, on a une grande population haïtienne, d'origine haïtienne, au Cégep André-Laurando. Donc, on s'est mobilisé et on s'est mis à la recherche d'un endroit sécuritaire afin de pouvoir venir compléter, dans le fond, le dernier stage pour les finissantes en soins infirmiers. Vous avez trouvé que les infrastructures étaient assez intéressantes pour relever un défi pour des jeunes stagiaires? Oui, ouais. Oui, parce que l'idée, c'est que souvent on se questionne quand on part en mission humanitaire parce qu'il faut être sûr et certain, dans le fond, qu'il y a assez de travail afin que tout le monde puisse participer et que tout le monde profite du stage. Parce que c'est quand même un stage pédagogique, c'est noté, c'est une note. Donc, quand on est arrivé, on s'est assis avec le docteur Odena, puis on a décidé où qu'on allait placer les étudiantes. On s'est mis de garde aussi en cas d'urgence pour les accouchements. Puis le docteur Odena, il nous accueillait à bras ouverts. Vous en avez vécu 2 accouchements? Oui, 2 accouchements qui se sont déroulés. Les enfants sont bien portants, les mamans sont bien portantes, puis les étudiantes, pour certaines, ont trouvé leur passion aussi dans la périnatalité. Donc, c'est vraiment un endroit confortable, sécuritaire pour nous, parce que c'est très important si on veut avoir l'autorisation du cégep. Puis, on a été très bien encadrés.
Donc, la clinique, le dispensaire du Dr Odena, dans le fond, ils sont bien équipés. On peut faire beaucoup de choses pour la population. On peut faire beaucoup d'enseignements. Puis ils ont des grands besoins de santé, finalement. Donc, il y a un laboratoire, il y a une pharmacie, le triage, le médecin qui est là pour suivre des patients régulièrement. Donc, il y a vraiment un souci de suivi. Ce qui est difficile ici, disons, avec des cliniques mobiles, les gens doivent se déplacer souvent. Ils ne voient pas le même médecin. On a de la difficulté à avoir le suivi de leur état de santé, de leurs antécédents. Et ici, dans le fond, le but, c'est que les gens reviennent consulter toujours le même docteur. Comme ça, on a un dossier, puis on sait un peu plus si le patient, si la situation de santé s'améliore, s'il a besoin d'ajustement. Ça crée un beau dos thérapeutique. Excellent. Je vous remercie pour cette belle entrevue. Et au plaisir peut-être de se revoir un autre année. Certainement. Merci. De la clinique. Juste pour nous résumer un petit peu le travail que vous faites ici. Présentement, la clinique, vous offrez le service de médecine générale. Il y a aussi un laboratoire, puis il y a d'autres installations qui sont là, mais qui sont pas tout à fait utilisées à 100%. Alors, comme on a le bloc opératoire, c'est utilisé quand on a un ensemble. C'est quand on fait un package pour la spécialisation en question. Par exemple, si on a des cas de chirurgie, on va réunir 5-10 cas de chirurgie et on appelle une équipe chirurgien, anesthésiste et puis tout le personnel pour la salle de chirurgie. Et dans ce cas-là, on opère les 10 patients ou les 5 patients. Après, c'est fermé jusqu'à ce qu'on retrouve encore 10 autres patients. Pour la gynécologie, c'est la même chose, mais on veut faire un peu d'orthopédie, mais l'orthopédie, c'est très coûteux. Donc là, on réfléchit beaucoup là-dessus, mais on vise beaucoup plus la chirurgie générale et l'obstétrique gynécologique. On a eu un don cette année de Transport Bourassa pour aider justement, pour améliorer le bloc opératoire. On a mis une génératrice, une très grosse génératrice pour subvenir aux besoins de la clinique. Et aussi pour être capable de mettre la climatisation, c'est ça? C'était obligatoire, la climatisation? Pour la climatisation, c'est très important pour la chirurgie. En passant, je voulais remercier M. Bourassa et toute la famille, toute l'équipe qui travaille dans sa compagnie pour ses dons merveilleux et généreux aussi. Donc, je veux dire, c'est très, très utile pour le village, la clinique, mais aussi, je veux dire, pour toute la grande communauté de la région. Parce que c'est pas... Quand on fait des chirurgies, c'est pas seulement les gens de Tivani. Il y a des gens de Port-Salut, des gens de Frontenac, des gens de Aquin. Et comme dernièrement, on a opéré une dame, elle habite au Caille. Donc, ça fait que c'est parce que c'est un don qui est utile à toute une région en général. Est-ce que vous avez une idée approximative du nombre de dossiers qui ont été ouverts depuis la création de la clinique? Depuis la création de la clinique, disons de 2013 jusqu'à janvier. À janvier, on était à 12 000 plus que 12 000 dossiers. Ça veut dire 12 000 patients. 12 000 patients qui ont un dossier complet. Ouais. Et on était à 21 000, plus que 21 000 consultations. Dans le travail que vous faites, autant toi Pascal que Stéphane, ce qui vous encourage le plus quand vous regardez comme une semaine qui s'en vient, les choses qui vous motivent davantage? Je m'attends toujours à ce qu'il y ait 4-5 patients qui n'auraient pas pu recevoir des soins si ce n'était pas ici. Donc, je tiens à ça. C'est comme... j'inculque ça aussi aux employés de la clinique. Parce qu'il y a des gens, s'il n'y avait pas la clinique, ils n'auraient pas de soins. Pour ce qui est des défis que tu verrais qui seraient peut-être les plus difficiles à relever ou
que tu dis, ouf, ça, c'est quelque chose, je pense pas qu'on va être capable de faire ça maintenant, mais que tu espères qu'on y arrive? Je veux dire, un personnel qui tient à cœur les gens. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ouais. Je veux dire, ça s'en vient, mais c'est comme il faut répéter chaque jour qu'on a une clinique missionnaire. Notre but, c'est de prendre soin des gens comme si c'est Jésus-Christ qui allait prendre soin d'eux. Donc, c'est un petit peu... Par exemple, la majorité de nos employés, c'est tous des chrétiens, mais il faut répéter. Et... En tout cas, il ne faut pas arrêter de répéter ça. On parle de personnel. On se trouve à avoir combien de personnes à l'emploi direct de la clinique? L'emploi direct, on a 9 employés directs qui ont des salaires chaque mois. Comme par exemple les infirmières, pharmaciens. Il y a infirmières, il y a pharmaciens, il y a les techniciennes en pharmacie, il y a 2 techniciennes au labo, il y a des employés d'entretien, il y a soutien administratif, il y a aussi un médecin qu'on engage à mi-temps 2 fois par semaine. Et puis aussi, on a d'autres employés qui sont des employés qui n'ont pas un salaire propre déterminé. Par exemple, ils n'ont pas de poste, en fait. Ils n'ont pas de poste, mais c'est des gens qui sont utiles à la clinique. Par exemple, on a besoin de médicaments. On va les appeler pour faire une commande de médicaments ou pour acheter des produits de labo. Ou il y a aussi des employés on ne peut pas dire que c'est nos employés, mais eux autres, ils se considèrent comme nos employés. Parce que c'est une région qui n'a pas d'emploi. Donc, les gars qui s'occupent des fleurs, donc ils viennent. Donc ça, c'est comme des emplois indirects. Mais on a 9 emplois directs. Mais la clinique, c'est pas... Quand je regarde côté économique, c'est pas seulement nos emplois directs qui font fonctionner le village. Ah non? C'est tout ce que ça entraîne au village. Parce que ici, parle-moi-en un petit peu. On voit 200 personnes par semaine, minimum. Donc, quand on voit 200 personnes, on a au moins 150 trajets en taxi, motocyclette. Il y a le transport de ces gens-là. Exactement. Après, il y a les gens ont besoin de manger. Donc, si vous regardez juste en face de la clinique, il y a 3 cabinets. Des petits kiosques pour se nourrir. Pour se nourrir. Et après, il y a les gens qui vendent les cartes de téléphone. Il y a les gens qui vendent les boissons gazeuses. Et puis, il y a aussi... même quelqu'un qui charge les cellulaires. Exactement. Il y a un plaque pour les cellulaires. Donc, ça fait qu'avec la clinique, on a un roulement d'actifs très avantageux pour le village. Pour terminer le bloc clinique, comment on pourrait dire que les gens vous considèrent dans la communauté? Ils le savent tous. Il doit avoir de la reconnaissance. Ils ont cette reconnaissance. Les gens se sentent bien, ils se sentent comme en sécurité. Même ceux qui se plaignent, là, tout le monde. Même ceux qui se plaignent sont contents. Ils vont dire t'étais pas là, mais... Ok. Je vais faire une parenthèse parce que j'ai écouté une conversation qu'on avait autour de la table hier, on était en train de manger. Tu trouves avoir des références de gens importants dans le village? Oui. Parce que ici en Haïti, il y a le vaudou, il y a des gens qui vont préparer des infusions pour les gens malades. Nous, on sait qu'est-ce que ça vaut, mais les gens dans leur tête, ça a une certaine valeur. Puis Dr Stéphane reçoit des références de qui? C'est les docteurs de vaudou, comme... on les appelle des docteurs feuilles. Et puis, il y a 3-4 dans la région. Mais le plus influent, lui, il m'appelle sur mon téléphone pour me dire, bon, j'ai tel patient, je te l'envoie tel jour. Et puis, tu me dis qu'est-ce qu'on peut faire après. Et qu'est-ce que je fais? Je reçois ce patient. Et puis, on donne un accueil chaleureux, comme on fait pour tout le monde. Et puis, on se parle, on jase pas mal. Puis, donc, l'examen se fait, diagnostic. Après, je donne des directives au docteur Feuille pour dire, bon, tel patient, et aux patients aussi, pour dire, voilà ce qu'on peut faire pour ce patient. Parce que chez les docteurs Feuille, on donne des infusions de thé et pas mal des mélanges
Donc, des fois, je dis au Dr Feuille de ne pas donner, que ce soit thé ou n'importe quelle infusion au patient. Et, par exemple, on laisse toujours un jeu. On dit il peut utiliser son huile ou je sais pas, son savon, mais ce patient-là, on ne met rien dans son estomac. Peut-être comme un patient qui a une gastrite, on dit on ne met rien à l'estomac, tiens, est-ce qu'on pourrait mettre dans l'estomac? Et puis, je veux dire, avec lui, on a vraiment une très bonne relation. J'ai un sentiment de respect noble du côté de ce monsieur-là. Lui, il vous envoie des patients avec lesquels il n'est pas sûr qu'il va avoir des résultats parce qu'il va avoir des résultats ici. Ben oui. Mais c'est jamais arrivé le contraire, par exemple. Ah ben non! Ah non, non. Alors, je me retrouve aujourd'hui avec Pasteur Clermont Deschênes, chef de mission Haïti. Pasteur Clermont, qu'est-ce que vous avez trouvé comme défi cette année par rapport à l'ouragan Matthew? Qu'est-ce que ça a comporté comme difficulté? C'est sûr qu'on est arrivé dans un domaine complètement inconnu. Quand on arrive dans un ouragan, après un ouragan, on a vu la catastrophe à la télévision. Il y a eu quand même les églises qui ont été sollicitées. C'est ça qui est devenu vraiment exceptionnel aussi, de voir la solidarité des églises dans cette catastrophe-là. Et puis je me souviens, à la convention, quand on l'a annoncé, la catastrophe est arrivée le 4 octobre. Et puis à la convention, on avait parlé, on avait déjà ramassé un 30 000 $ pour aider. Et puis là, ça l'a vraiment déroulé avec la générosité des gens, de nos églises ou de nos qui ne participent pas à nos églises nécessairement, mais qui ont eu à cœur d'aider. Et ce qui m'a encouragé dans tout ça, c'est de voir comment les gens nous font confiance, parce que c'est de l'argent qui est donné, on veut faire la reconstruction, et puis je sais qu'on va en parler dans un autre volet, mais c'est vraiment exceptionnel, la contribution des gens, la sympathie des gens envers Tiverny, envers la place. Et c'est sûr que quand on est arrivé dans le village, les arbres t'attendent partout, tout est brisé. On a commencé par une équipe en novembre qui était vraiment une équipe de base, qui vient toujours en novembre. C'est une équipe de professionnels, ébénisteries, plombiers, électriciens, tous des gens qui viennent pour remettre, s'il faut, les choses en place, mais vraiment établir qu'on puisse être bien avec l'autre groupe. Parce que aussitôt qu'il manque un de ces éléments-là, si la plomberie ne fonctionne pas ou l'électricité, on est en catastrophe. Maintenant, cette année, ça a été spécial parce qu'il y a eu beaucoup plus de gens qui sont venus. C'était la plus grosse année de la mission. Depuis qu'on est là, c'est presque 160 personnes qui sont venues. Et puis les gens ont arrivé en novembre avec l'idée d'aider, c'est ce qui s'est passé. On a commencé à établir les choses, les faits. Et puis on en a déjà parlé, je ne sais pas si on peut en parler, mais de la contribution des boss maçons qui se sont engagés à reconstruire leur maison, qu'on leur donnait plus 2 maisons. Ça, c'était le volet que Normand et Hélène sont occupés, qui était vraiment exceptionnel. La maison que vous voyez, c'est un exemple de maison dont on ne construit pas, mais on collabore en donnant au propriétaire le matériel pour que lui construise sa propre maison. Donc, on donne des blocs, une quantité de blocs définie, une quantité de poches de ciment et une quantité de fer. Donc, c'est une façon de faire qui est différente de ce qu'on a fait depuis le début. Après ça, les équipes ont commencé à arriver aussi. Il y a eu les jeunes qui sont arrivés en janvier. On était 73 à l'aéroport. Ça, c'est un défi particulier à chaque fois. 73 personnes, 135, 140 valises sorties de l'aéroport. Après qu'on est sorti, on est bien heureux. On s'en va chez nous, on s'en va à la caille. Mais ce que je trouve de plus exceptionnel, c'est vraiment cette collaboration qu'on a avec Haïtiens, Canadiens à faire le travail ensemble. C'est vraiment quelque chose de spécial. Là, présentement, on se retrouve dans la salle d'attente de la clinique. On voit ici le toit qui a été fait justement récemment suite à l'ouragan Matthew. Et j'aimerais ça que tu m'expliques ce qui se passe le matin quand les gens arrivent ici pour rencontrer le docteur. Tu viens les rencontrer, c'est ça? Oui, bien, c'est toujours une bénédiction de voir ces gens-là qui se déplacent pour venir à l'hôpital. Quand les gens arrivent, ils sont vraiment soucieux d'entendre la parole de Dieu. C'est un défi que j'ai chaque matin de prêcher la parole. Mais j'aime tellement ça, c'est tellement béni de voir leur réceptivité. Bien, même cette semaine, il y a quelqu'un qui est venu spécialement à la clinique pour se convertir. Et je veux me convertir, c'est assis sur le premier banc d'en avant. On fait aussi une distribution alimentaire le matin, quand on peut, avec les biscuits de la biscuiterie de Claire. Et puis, on prêche l'Évangile, on annonce le salut aux gens. On va changer de place parce qu'il bouille. J'aimerais qu'on parle d'un aspect, on n'a pas discuté avant, là, mais pendant les 3 dernières semaines, on a eu des infirmières ici. Oui. Est-ce que tu peux en parler un peu? Qu'est-ce qu'on a eu? C'est la première année. L'année passée, on avait vu une personne qui était venue comme stagiaire ici en Haïti. On a fait affaire avec une école, ils ont vraiment aimé ça. Et cette année, c'était une autre école qui voulait participer avec un stage d'infirmière. Il y avait 13 personnes, 2 responsables plus 11 infirmières.
Et puis on s'est parlé pendant 2 mois avec surtout Marie, tel contact, qu'est-ce qu'on fait pas. Et quand ils sont venus ici, ils ont été vraiment ébahis de tout ce qu'ils pouvaient faire à la mission. Parce qu'il faut se dire que le lundi matin, c'est 90 personnes qui viennent. Fait que chacune s'est mis à part, chacune s'est mis là. Il y en a qui étaient au triage, il y en a qui étaient à la réception, prendre des prises de sang, prendre les choses. Fait qu'eux autres, là, ils ont vécu la mission d'une façon particulière. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Bien, ils ont vécu 2 accouchements. Des accouchements, ils priaient pour avoir des accouchements. Je ne sais pas s'ils priaient ou s'ils demandaient des accouchements. Faut faire attention dans nos mots, mais en tout cas, ils ont eu des accouchements et puis ils ont eu vraiment une approche spéciale aussi de vivre avec les croyants qui sont ici sur le camp, vraiment un respect de ce qui est là. Et le défi est là, lancé pour l'année prochaine. Ils veulent venir une vingtaine, ils veulent venir 1 mois. Tout est en train déjà de s'organiser. Et puis c'était pour le docteur aussi une source de bénédiction, une source de beaucoup de travail aussi, parce que ça fait beaucoup de gens à planifier. Et puis pendant qu'on parle du docteur, je veux juste laisser un mot de sa consécration, qui est vraiment exceptionnelle à la clinique. C'est jour et nuit, hein. C'est pas seulement quand la clinique est ouverte, mais hier encore, il y avait quelqu'un qui arrivait, malade, grosse, et puis il est parti, il a pris 4 heures de son temps pour elle. Il est toujours là, disponible, dévoué, consacré. Et ça fait la différence pour les gens de la place aussi, ça fait vraiment la différence. Alors, en deuxième volet, Pasteur Clermont, on aimerait ça voir votre vision de l'avenir pour la mission en tant que gestionnaire et de responsable. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre à voir dans les prochaines années? Bien là, on voit vraiment, c'est sûr que l'unité qui se fait entre les croyants qui viennent de toutes les places. Moi, je m'attends que peut-être un petit peu exagéré, mais que des églises partout au Canada viennent participer à la mission. On cherche un lieu missionnaire, on cherche un lieu d'aide. Le Seigneur, il dit, aimez-vous les uns les autres, puis vraiment de prendre soin des autres, c'est un lieu particulier ici. Il y a une collaboration qui se crée dans les églises, que ce soit avec la Bible parle, parce qu'on n'est pas tellement nombreux, mais de toutes les associations. Ils veulent vivre du temps missionnaire. C'est ce que Dieu nous a enseigné. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Beaucoup de gens viennent ici pour évangéliser aussi, présentement, des pasteurs qui viennent qui sont évangélistes. Et l'occasion est unique. Tout le monde veut entendre parler de Dieu, tout le monde veut connaître les choses. Et puis, c'est sûr qu'on continue à développer le projet. On veut développer un projet éventuellement pour avoir des petites maisons pour des gens qui viendraient à long terme. Des gens qui viendraient retraiter, venir se reposer, donner le meilleur d'eux autres. Et de pouvoir se reposer, je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir développer ce volet-là. Mais puisqu'il marche déjà beaucoup bien, ben, c'est toujours la cantine. Hein. On parle de la cantine à l'école, tous les gens qui mangent, les enfants, c'est unique. Le parrainage, je ne sais pas, probablement Diane va en parler, mais c'est quelque chose d'unique pour les enfants d'avoir de l'espoir d'un jour de s'en sortir. Et pour les gens du village ici, avec ce qui s'est fait comme construction, je voyais des gens à Port-Salut la semaine passée, puis ils disaient, quand on arrive sur les montagnes et qu'on voit Tiverny, on dit quelle grâce que Dieu leur a donnée à eux autres, parce qu'ils voient toutes les couvertures, les toits, et c'est pas nulle part ailleurs. C'est toutes des couvertures de couleurs bleu, rouge. Ça fait que c'est vraiment un beau volet aussi. Ouais. Ben, c'est toujours de travailler en équipe. On est tous en équipe, on travaille ensemble. S'il manque une personne, il y a un autre qui prend la place, mais on travaille en équipe, puis tout le monde trouve sa place là-dedans. C'est difficile parce qu'après plusieurs années, on est tellement bénis qu'on pense qu'on répète les mêmes choses, mais pour ceux qui l'entendent la première fois, ça leur donne le goût de venir. Ouais. Et cette année, il y a eu beaucoup de gens de retraités de Fabreville qui sont venus et qui ont tellement apprécié leur voyage. L'année prochaine, ils veulent tous revenir, ils veulent prolonger leur temps. Et c'est des gens qui veulent vivre quelque chose. La mission fait vivre quelque chose aux gens. Bien, merci beaucoup pour l'entrevue, puis peut-être l'année prochaine. Si mon Dieu voulait. Merci. De missionnaire. On a parlé beaucoup des relations personnelles, on a parlé du travail de la clinique, votre rôle en tant que pourvoyeur de soins dans la région. Maintenant, vous avez aussi un travail, tous les deux, en tant que missionnaire. Vous êtes ici d'abord parce que Christ vous a appelé. Comment ça se passe à ce niveau-là? On a 2 implications principales, mais auprès des enfants, toutes les deux. On fait le culte des enfants environ 3 dimanches sur 4. Et aussi l'après-midi, on fait un club pour enfants. C'était enfants au départ, mais ça devient enfants et adolescents parce que ceux qui grandissent ne partent pas. Au fond, j'avais une implication à l'Église pour l'enseignement à l'école du dimanche. C'est comme quand on fait l'enseignement des versets et puis des études bibliques avec des jeunes. Et puis, comme Pascal a dit tantôt, on a les enfants. Avec les enfants, on fait le culte des enfants.
Et on fait aussi un groupe qu'on appelle un groupe Enfants à venir. C'est un groupe de tous les enfants du village. L'enfant n'a pas besoin d'être chrétien, l'enfant n'a pas besoin d'être dans la région directement de Tiverny. Tous les enfants qui veulent venir, ils ont leur place. Et puis dans ce temps-là, on va essayer de parler à tous ces enfants-là de Dieu. Parce qu'on ne sait pas qui est l'enfant vrai. L'essentiel, quand l'enfant vient ici, ses parents aussi sont au courant. Cet enfant-là va passer 15 minutes à entendre parler de Dieu. 15 minutes et plus. Et puis, on a 3 volets. Il y a les 15 minutes de la parole, partage général. Ça se peut que ce soit un enfant qui témoigne, ou soit moi ou Pascal qui amène un message. Une partie, c'est du jeu. Mais dans le jeu, on essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont appris. Dans l'enseignement qu'on a fait, qu'est-ce qui attire leur attention, qu'est-ce qu'ils ont capté, qu'est-ce qui pourrait amener des changements dans leur vie aussi. Et l'autre phase, c'est une phase c'est plus civique. Moi, je dis ça civique, c'est enseignement sur l'environnement. Comme on fait beaucoup d'entrepreneuriat aussi, on leur parle de la santé, comment prendre soin de leur village, comment prendre soin de leur famille. C'est un ensemble qu'on peut dire, c'est apprendre le vivre ensemble. Donc, ça fait que pour nous, c'est très important. Le dimanche, c'est jour de repos, mais au fond, le dimanche, pour nous, c'est pas jour de repos. Le dimanche, c'est notre jour de rencontre. On sent qu'on est en rencontre avec Dieu, qu'on a comme une sorte de révérence envers Dieu. Dieu nous pose la question, qu'est-ce que vous avez fait avec mes petits aujourd'hui? Donc, c'est un petit peu ça pour nous le dimanche. Amen. Fait que je vous remercie pour ce temps précieux. On en connaît un petit peu plus sur vous. Puis au plaisir peut-être de se revoir l'année prochaine, si bon Dieu veut. Merci. Plaisir et puis salutations à tout le monde et bienvenue à la convention. Merci.